Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition. Du 2 au 11 mai dernier, 5 membres du gouvernement ont soumis à 4 commissions du Sénat à 13 projets de loi portant sur divers aspects de la vie de la nation. Des projets de loi validés à l'unanimité des sénateurs lors d'une séance plénière de délibération. On ira à Yamoussoukro au début de ce journal avec Kader Sogodogo. Le kilogramme de l'anacarde séché et trié est fixé à 315 francs CFA au titre de l'année 2023, mais certains acheteurs tentent de faire la loi sur le marché, fixant leurs prix, des prix qui sont dérisoires la plupart du temps. Face au désarroi des producteurs, le Conseil du coton et de l'anacarde a instauré l'option de la vente groupée, la solution qui semble régler le problème. Un médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré 7 ans après son enlèvement par des djihadistes au Burkina Faso. Le gouvernement australien l'a annoncé dans la nuit du 18 au 19 mai. La date précise de sa libération n'a pas été révélée. Kenneth Elliott a retrouvé sa terre natale hier 18 mai. On part tout de suite à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. C'est là que se trouve le siège du Sénat, où pendant une dizaine de jours, 5 membres du gouvernement ont soumis à 4 commissions de cette chambre de Parlement plusieurs projets de loi, et tous ont été validés à l'unanimité par l'ensemble des sénateurs lors d'une séance plénière. Le témoignage de Kader Sogodogo. Jour de plénière au Sénat. L'ensemble des sénateurs passe au peigne fin 13 projets de loi qui ont passé l'étape des commissions. Enseignement supérieur, économie, justice, commerce et services civiques en sont les axes majeurs. Après toute une journée de délibération, les 13 projets de loi passent à l'unanimité. Sur l'ensemble de ces textes qui ont été examinés en commission et ont fait l'objet de vote à l'unanimité, et l'examen technique des textes n'a pas donné matière à dissension. La qualité des textes qui sont présentés par le président de la République, des textes qui vont régir la vie des Ivoiriens, mais qui sont d'un intérêt sans parti pris et qui aujourd'hui font l'objet d'adoption par le Sénat sans distinction d'opinion. La séance était présidée par la vice-présidente Sarah Sako Fatiga. Elle se réjouit de cette volonté de tout donner pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le Sénat de Côte d'Ivoire est soucieux du bien-être de la population ivoirienne. Donc c'est à ce prix-là qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis et on a délibéré sur les 13 projets de loi qui vont changer, qui vont impacter sur la vie des Ivoiriens. Après les travaux à l'hémicycle, le Sénat renoue avec la mission de contrôle des actions gouvernementales. Une mission de l'institution ira, au nom du président Jeannot Ahoussou-Kouadio, visiter des chantiers de l'État, routes, hôpitaux, universités et autres à Tébissou, Bouaké, Katiola et Korogo. La mission est conduite par la vice-présidente Makani Diaby et est forte de 25 sénateurs. Elle court du 19 au 21 mai 2023. On quitte Yamoussoukro, notre capitale, direction Grand Bassam dans le sud de Comoé. Grand Bassam qui a été première capitale de Côte d'Ivoire. La sécurité de la ville en voie d'être renforcée pour la quiétude de ses habitants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui y était hier jeudi annonce que la cité balnéaire sera bientôt dotée d'un 2e commissariat réalisé sur 2000 mètres carrés et qui va coûter quelques 335 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Quartier Mokéville de Grand Bassam. Bientôt sur ce site de 2021 mètres carrés sera bâti un commissariat de police de 19 bureaux. Cette nouvelle infrastructure qui sortira de terre dans quelques mois vient combler une attente forte des populations de Mokéville et de Modeste. Elle permettra également de renforcer la mise en œuvre du concept de police de proximité, dont le bien fondé n'est plus à démontrer, particulièrement dans une ville qui a été marquée par un attentat terroriste et qui demeure une destination touristique prisée. Monsieur le ministre, je ne puis manquer l'opportunité de votre présence à Grand Bassam pour porter à votre connaissance une doléance dont m'ont chargé les populations.
à savoir la mise à disposition d'un second véhicule au commissariat de police de Grand Bassam. Doléance du premier magistrat de la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO trouve écho favorable auprès du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Monsieur le maire, invitez donc le responsable du commissariat à venir demain à Abidjan récupérer un deuxième véhicule. Madame le préfet est à la chance d'être assise à côté de moi. Elle m'a dit, monsieur le ministre, mon secrétaire général n'a pas de véhicule. Lui aussi, demain matin, qu'il vienne chercher un véhicule. Cette cérémonie de pose de première pierre du second commissariat de police de l'histoire de Grand Bassam permet au général Fagondo Diomandé de revenir sur la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite davantage de quiétude pour les populations. L'attractivité économique et diplomatique dont jouit aujourd'hui notre pays mérite d'être soutenu par une sécurité idoine. Et comme il a très tôt pris conscience de cette réalité, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a initié et fait adopter plusieurs réformes normatives, dont la loi de programmation de sécurité intérieure, qui a notamment planifié la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures sécuritaires. C'est dans ce cadre que nous sommes ici, cet après-midi. Le futur commissariat de Grand Bassam va coûter globalement 335 millions de francs CFA. Il est entièrement financé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est un accord cadre de coopération que vient de signer la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et le Fonds de solidarité africain. Dans cet accord signé à Niamey, au Niger, il est indiqué que les deux parties renforcent leurs relations pour le développement des entreprises du secteur de l'immobilier. On en sait plus avec Sephora Zegui. L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes passe par l'accessibilité à des logements économiques et de qualité. Pour atteindre cet idéal, Siriki Sangaré, le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, CNPCC, signe un accord cadre de coopération avec le Fonds de solidarité africain, FSA. Ce consensus vient accroître la part de financement du logement en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. L'accès au logement est, vous l'avez compris, une priorité pour nous. Aussi, après le Sénégal, comme je le disais tantôt, où le FSA accompagne entre autres le programme de construction de 100 000 logements, et la Guinée, où nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire et ses structures décentralisées, le FSA est heureux aujourd'hui de lancer la coopération. Le FSA, une institution panafricaine innovante au service de la redynamisation des économies des États membres. Il contribue donc à la promotion de l'habitat et du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Il est impérieux que les mécanismes de financement innovants avec des garanties hypothécaires soient mis en place en faveur des promoteurs immobiliers dans le dessein de les accompagner à la réussite de leurs projets immobiliers en faveur de nos populations afin de résorber un tant soit peu le déficit chronique de logement en Afrique subsaharienne en général et en Côte d'Ivoire en particulier. À travers la signature de cet accord, le Fonds de solidarité africain entend contribuer à l'atteinte de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les deux parties s'engagent à favoriser la mise en œuvre de cet accord afin d'assurer le suivi et la coordination des différentes actions. Et ici en Côte d'Ivoire, l'opération Tiroir vide se poursuit et c'est Yopougon qui a accueilli dernièrement la caravane du ministère de la Construction. L'opération consiste à sensibiliser les populations sur les procédures d'acquisition liées au foncier urbain. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Les procédures d'obtention de l'arrêté de concession définitive, les plans de lotissement, la copropriété, le permis de construire et le contrat sécurisé de bail à usage d'habitation sont entre autres les réformes expliquées aux populations de Yopougon au quartier Kowet. Des réformes destinées à assainir le cadre de vie des populations. En 8 ans, la population de Yopougon a augmenté d'environ 50% avec son lot de pression sur les infrastructures de la commune. Il s'agit d'être plus proche de vous, de vos réalités, de comprendre les difficultés rencontrées,
dans la gestion du développement urbain de la commune de Yopougon et qu'ensemble, nous trouvions des pistes de solutions. La sensibilisation de masse s'est poursuivie dans l'enceinte de la mairie de Yopougon, où un large panel a entretenu un public essentiellement composé de propriétaires terriens et de chefs de quartier. Les problématiques abordées sont essentiellement des cas de litiges, de régularisation, d'occupation non maîtrisée d'espaces publics. La présence du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à vos côtés symbolise la volonté du gouvernement d'être plus proche de vos préoccupations et aussi vous réaffirmer son engagement à maîtriser durablement l'urbanisation qui s'accroît de plus en plus dans notre pays et en particulier dans la commune de Yopougon. Plusieurs rendez-vous ont d'ailleurs été pris avec différentes administrations du ministère afin de gérer au mieux les contentieux. Je vous le disais dans les titres, dans le secteur de l'anacarde, quelques acheteurs véreux imposent leur loi. Au lieu d'acheter le kilogramme à 315 francs CFA comme fixé par l'État, ils le négocient à 150 francs CFA seulement, ce qui naturellement n'est pas du goût des producteurs. Et pour pallier la situation conflictuelle, le Conseil du coton et de l'anacarde semble avoir trouvé la parade. L'instance initie la vente groupée sur l'ensemble des zones de production. On voit cela avec Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. Pour la campagne de commercialisation 2023, le kilogramme de l'anacarde bien séché, bien trié, ne comportant aucun corps étranger, se négocie à 315 francs contre 310 francs l'année dernière, soit une hausse de 10 francs. Un prix accueilli dans la joie par les producteurs. Cependant, cette joie sera de courte durée. Depuis mi-avril, les acheteurs véreux font la loi. Face à cette situation, les producteurs refusent de céder leur production à des prix dérisoires. C'est le cas de François Thuot, qui a plus de 2 tonnes de noix de cajou dans son salon. Les acheteurs qui viennent avec les prix, ça ne nous arrange pas. Bon, quand quelqu'un vient et nous propose 200, 250, vraiment, ce n'est pas arrangeable. On préfère le prix de 315 francs du gouvernement. Nous demandons au Conseil Coton Anacarde, qui sont nos formateurs, vraiment de trouver des acheteurs pour nous, afin que nos produits soient évacués. François n'est pas le seul dans ce cas. Les gens viennent prendre l'anacarde à 150 francs. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous, on veut le prix du gouvernement. C'est à cause de ça qu'on a laissé l'anacarde dans les maisons. Donc on veut que les gens viennent payer au prix du gouvernement. Ce cri de cœur des paysans est entendu par le gouvernement à travers le Conseil du coton et de l'anacarde. Des équipes sillonnent les villages afin de faire respecter le prix officiel à travers des ventes groupées. Le directeur général du CCA a initié cette opération pour venir oxygéner un peu la commercialisation, pour venir satisfaire nos parents producteurs. Une action qui soulage les producteurs des régions du Béré et du Hambol. Au niveau du prix 315 francs, vraiment, c'est un soulagement pour nous. Sinon, vraiment, on était beaucoup inquiets. Aujourd'hui, on est content, on préfère que ça continue comme ça. Aujourd'hui, je crois que nous, les producteurs, nous sommes comblés par la grâce du Conseil Coton et de l'anacarde qui aujourd'hui prend les produits avec nous à 315 francs. Sur le terrain, les producteurs sont interpellés sur la qualité de la production. Quand une opération est initiée, une qualité minimum est exigée. Vous avez constaté tout à l'heure que l'acheteur ici présent est venu avec son analyseur qui fait du sondage et le produit qui respecte les conditions est payé au prix de 315. Il faut que chacun fasse son travail. Concernant l'agissement des acheteurs véreux, le Conseil du coton et de l'anacarde est intraitable. On est vraiment catégorique que tout acheteur qui n'est pas capable de respecter les 315, qu'il arrête sa commercialisation. Parce que s'il est pris, il va subir les sanctions. La vente groupée reste l'une des solutions pour le respect du prix Beauchamp. Cette opération va se multiplier dans le but d'acheter toutes les productions encore stockées dans les villages au prix de 315 francs CFA. Voilà un an que le projet Promire est en cours pour la promotion de la production de cacao sans déforestation. La FAO est donc à l'heure du bilan, cadre choisi pour l'exercice, le Salon de l'écologie et du développement durable. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a initié un cadre d'échange avec les visiteurs, un cadre d'échange auquel ont assisté nos reporters Davis Oyo et Godfrey Okambawa. Moment d'échange
Entre experts de l'environnement et les visiteurs du Salon de l'écologie et du développement durable, ces communications portent sur le projet Promire, un projet qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à pratiquer des activités telles que la restauration forestière, l'agroforesterie et le développement communautaire dans le secteur de la cacaoculture. Une idée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. De manière concrète, en termes donc de restauration forestière, nous avons réalisé 163 hectares de restauration forestière et nous avons aussi converti 834 hectares de parcelles cacaoyères existantes en systèmes agroforestiers. Les visiteurs venus au stand de la FAO pour s'abreuver de cette pratique de préservation du couvert forestier sont séduits par les résultats produits après un an de mise en œuvre du projet. Ce projet-là est le bienvenu dans le cadre de la préservation de cette flore-là déjà existante. Vu que là, il ne s'agira pas d'abattre les arbres afin de pratiquer l'agriculture. Financé par le Fonds vert pour le climat et mis en œuvre par la FAO et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce projet participe considérablement à la préservation de la couche d'ozone. On part à présent à Tiasalé, où le CEPICI a déposé récemment ses valises. Et dans son échange avec les populations, la directrice générale du Centre des promotions des investissements en Côte d'Ivoire a restitué les conclusions de l'étude sur les potentialités économiques de la ville. De retour de Tiasalé, le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. La ville de Tiasalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, présente des opportunités d'investissement. C'est le résumé des conclusions de l'étude du Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire, CEPICI, dans le département. Les filières du vivrier maraîcher, du tourisme, mais également dans la filière des ressources halieutiques et animales, sont entre autres les atouts de la localité restituée. Nous avons visité les 54 villages de Tiasalé, pour lesquels nous avons rencontré les populations, nous avons échangé avec les producteurs, les éleveurs, les commerçants, avec tous ceux qui ont une activité économique pour savoir comment on peut les accompagner en termes d'identifier leurs potentialités et de comment est-ce qu'on peut transformer ces potentialités en opportunités d'investissement. La directrice générale du CEPICI a relevé plusieurs insuffisances au niveau de la collecte des données statistiques relativement aux différentes productions agricoles et animales, tout en insistant sur la nécessité d'avoir des données fiables par village. Les chefs et présidents de mutuelles des 54 villages du département de Tiasalé sont invités à s'impliquer. Donc sur 50 villages, on a à peu près 41 coopératives qu'on a créées. On a sensibilisé les propriétaires terriens pour d'éliminer les terres qui vont mettre à disposition des coopératives. Chacun d'entre nous va aller dans son village, dans sa zone, pour accélérer surtout les données qui ne parviennent pas à la commission. Bien avant la restitution de cette étude, une autre analyse plus vaste, relative à la création d'une ville nouvelle au PK 109 de l'autoroute du Nord, a été faite courant 2022 par le Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Le ministère du Plan et du Développement et l'organisation Entraide universitaire mondiale Canada ont échangé récemment sur la création d'un comité de pilotage du projet Passerelle, le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour elles, afin de sensibiliser les adolescentes vulnérables et marginalisées dans le district du Bassa-Sondra. Massati Ouattara et Jean-Marc Djadji étaient présents aux échanges. Cette étape sera animée par le comité de pilotage du projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour elle, Passerelle, est à sa première réunion. Débutant sa deuxième année de mise en œuvre, les partenaires et le représentant du ministre du Plan et du Développement se sont rencontrés pour échanger. Nous allons travailler au niveau de la mobilisation communautaire en travaillant avec des partenaires ivoiriens, notamment APROSAM, ASAPSU et AIBF, pour sensibiliser les leaders communautaires, les adolescents et les jeunes sur la problématique en lien avec les grossesses non désirées, l'utilisation des services de santé pour qu'ils puissent se rendre dans les centres de santé et avoir accès aux services. Ce projet est un projet pour soutenir le plan national de développement sanitaire de la Côte d'Ivoire. Le ministère du Plan et du Développement accompagne les partenaires pour ce premier comité de pilotage afin de permettre aux populations d'en bénéficier.
Nous avons été en amont de ce projet et il est tout à fait normal que nous puissions le suivre et nous puissions vraiment donner notre contribution à ce plan de travail pour faire en sorte que les populations puissent en bénéficier. Surtout, nous commençons par les populations du Bas-Sassandra. Et donc, nous voulons nous rassurer que ce plan de travail est vraiment en adéquation avec le plan national de développement et que les populations puissent en bénéficier pleinement. Ce projet de 4 milliards de francs CFA, proposé par Entraide Universitaire Mondiale du Canada et financé par Affaires Mondiales Canada, se déroulera à San Pedro, Méagui et Soubré. Débuté en avril 2022, il prendra fin en mars 2027. On en vient à cette deuxième édition de la conférence Femmes d'ici et d'ailleurs, conférence organisée par l'ONG Woman Leader sous le thème « Promotion de la femme entrepreneur du BTP, des filières techniques et scientifiques ». L'objectif étant d'inciter les jeunes filles à s'intéresser au secteur du bâtiment et des travaux publics. Reportage Générosa Quadio et Sephora Zegui. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est le troisième pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire. Cependant, il est majoritairement masculin et ne compte que 10% de femmes, laissant ainsi place à de fortes disparités. Tarani Kiema, à travers son organisation Woman Leader, organise des panels sur l'accès aux femmes entrepreneurs du BTP. La femme a la possibilité de pouvoir avoir des marchés. Il y a de la place pour tout le monde. La seule chose qui la fera démarquer, c'est la qualité de son travail. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'égalité professionnelle, autant on doit avoir d'hommes dans ce milieu, autant aussi on doit avoir de femmes. Donc déjà, l'objectif qui est visé ici, c'est vraiment la promotion de ces jeunes filles qui entreprennent dans ce milieu, mais aussi encourager les jeunes filles qui veulent entreprendre dans ce milieu, qui veulent se former dans ce milieu. Le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique attache du prix à ce genre d'initiative. Nous saluons donc cette initiative et nous nous réjouissons de la qualité des intervenants qui permettra, à n'en point douter, à ces jeunes filles-là de pouvoir tirer le meilleur de leur expérience, mais également de s'engager dans les métiers du BTP. Créée depuis 2018 et dirigée majoritairement par des femmes, l'ONG Woman Leader s'investit dans le partage d'expériences sur l'entrepreneuriat féminin et la problématique liée à l'éducation et à l'autonomisation de la jeune fille. Et toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, je vous invite à présent à suivre cette conférence qui visait à motiver les étudiants dans le choix de cette voie. Patricia Kwaku et Didier Nguessan, reportage. Préparer les étudiants à l'entrepreneuriat. Ce conférencier lui-même entrepreneur relate son expérience et son parcours. Il encourage les étudiants à travailler durement afin d'atteindre leurs objectifs. La vision de l'université, c'est pour former des leaders et entrepreneurs, surtout bilingues. Et c'est pour mener à bien que nous avons fait venir le député et il a expliqué le défi et déjà les opportunités qui existent même au sein de l'entrepreneuriat. Se former et se faire suivre par son mentor permet d'augmenter les chances de réussite. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de faire la promotion de ce secteur d'activité qui a en même temps aussi des outils de formation qui sont mis sur pied pour pouvoir permettre à chaque personne, individu qui est formé dans les différentes écoles et universités ou même pas, d'avoir un encadrement nécessaire pour pouvoir monter son projet, d'être accompagné et d'être suivi même pour le développement de son activité. Donc pour nous, non seulement en tant qu'entrepreneurs, mais aussi en tant que parlementaires, c'est de venir échanger avec eux, de venir les informer sur les possibilités qui sont mises sur pied afin que chacun puisse se lancer. Plusieurs étudiants de la première, deuxième et troisième année ont préparé cette conférence. À Thiébissou, l'ancienne mosquée a refait peau d'œuf. L'édifice a connu des travaux de réhabilitation de fond en comble. Les clés ont été remises à la communauté musulmane de la ville à l'occasion de la grande prière de vendredi. Occasion pour les fidèles de prier aussi en faveur de la paix et du vivre ensemble. Le reportage de Charles Tatou, RTI Boaké. Premier édifice religieux des fidèles musulmans de la commune de Thiébissou, la mosquée Nour n'accueillait plus un nombre considérable de fidèles pendant les moments de prière. Et cela depuis plus d'une décennie, du fait de l'état de dégradation très avancé dans lequel elle se trouvait. Plusieurs fidèles du quartier qui l'abritent étaient obligés d'aller dans les autres mosquées pour prier. La foi est en train de gagner le cœur dans la cité de Thiébissou.
Donc nous sommes animés aujourd'hui de joie. Un changement a été opéré. Aujourd'hui, la mosquée Nour présente un visage reluisant ayant connu des travaux de rénovation grâce à un opérateur économique, Sila Enza, fils et cadre de Thiébissou. C'est Dieu qui a permis que cette mosquée soit réhabilitée aujourd'hui. Et je voudrais dire merci encore à Dieu de m'avoir donné cette force. Je profite de cette occasion pour dire aux imams merci encore pour les prières qu'ils ont eu aussi à faire à l'endroit du président de la République. Et tout ce que nous faisons ici à Thiébissou, nous voulons que ça se passe dans la paix. La remise des clés de cet édifice religieux est un prétexte pour le comité de gestion de la dite mosquée de témoigner la reconnaissance des fidèles à Allah, Dieu le Tout-Puissant, pour avoir touché un de leurs fils et frères en vue de la réhabilitation complète de leur maison de prière. Nous sommes très contents au nom de tous les fidèles musulmans de cette mosquée. Alors nous le saluons du fond du cœur, nous disons merci beaucoup. La mosquée Nour existe depuis plus de 40 ans. Hier jeudi, c'était la fête de l'Ascension, la célébration de la montée de Jésus vers Dieu, son Père. Elle est fêtée 40 jours après Pâques, mort et ressuscité. Le Christ quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Grace Kando a assisté à la commémoration de l'événement à la paroisse Saint-Paul d'Amody. Elle nous fait revivre la célébration. Messe de l'Ascension à la chapelle Saint-Paul d'Amody dans la sous-préfecture de Tabagne, dans le département de Tanda. 40 jours après la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent la montée de Jésus au ciel, d'où viendra l'Esprit Saint, le Paraclet, 10 jours après. Une célébration couplée à la fête de charité qui a vu la participation de plusieurs fidèles et invités, dont 3 ministres du gouvernement, Paulin Claude Danho, parrain, Gonde Diomandé, invité spécial, Kobenan Kwasi Adjoumani, cadre de la région, venus apporter leur soutien à la communauté catholique. En Côte d'Ivoire, nous sommes un, nous sommes tous uniques. À l'occasion des fêtes musulmanes, nous voyons la communauté chrétienne aux côtés de la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est une fête chrétienne. Quoi de plus normal que la communauté musulmane soit représentée aux côtés de la communauté chrétienne, afin que tous ensemble nous puissions communier en prière. La communauté chrétienne d'Amody veut bâtir une maison à la gloire de Dieu, pour que la parole du Seigneur touche les cœurs, pour que la Côte d'Ivoire, que nous voulons une terre de fraternité, de prospérité, une terre de solidarité, en construction et voulue par le président Alassane Ouattara, soit une terre où règne la paix. Ce que nous avons là, c'est grâce à Dieu que nous l'avons. Donc nous ne devons pas garder ça par devers nous. Nous devons nous mettre au service de Dieu en soutenant son peuple. Et c'est ce que nous faisons partout. Cette fête de la charité a été marquée par la vente aux enchères d'objets de piété. Les fonds recueillis serviront aux travaux de l'Église. Au cours de cette célébration, le vicaire général du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Joseph Kwasi, a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs de paix, d'amour et de vivre ensemble. La fête de l'Ascension à Amody a été également marquée par l'installation de Kwasi Théa Bernard, nouveau chef chrétien de la communauté. C'est officiel, le tirage au sort de la CAN 2023 aura lieu le 12 octobre prochain. La décision a été prise hier par le comité exécutif de la CAF à l'issue d'une réunion à Alger, rencontre au cours de laquelle d'autres sujets ont été abordés. Le point avec Salif Ouattara et Jean-Sylvain Esso, RTI Sport. La Côte d'Ivoire aura son test grandeur nature avant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour tester le dispositif ivoirien, la CAF a désigné le pays pour organiser la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF 2023. Le Maroc s'étant rétracté. La réunion du comité exécutif tenue à Alger a reconnu d'entrée de jeu que la Côte d'Ivoire a réalisé d'énormes progrès en ce qui concerne les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Le président Motsepe a ainsi exprimé toute sa gratitude au président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et au Premier ministre Patrick Kachi pour leur coopération et leur engagement à faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations soit une totale réussite.
À côté de cette décision, le comité exécutif a annoncé que le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu le jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan. Un médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré 7 ans après son enlèvement par des djihadistes au Burkina Faso. Le gouvernement australien l'a annoncé dans la nuit du 18 au 19 mai 2023. La date précise de sa libération n'a pas été révélée. Il a retrouvé sa terre natale hier, 18 mai. Merci d'avoir été avec nous et à demain, 13h.